Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant un parterre d'invités aussi prestigieux. Permettez-moi donc de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au Maroc. L'on ne pouvait espérer meilleur cadre pour accueillir un dialogue d'une telle envergure. Qui mieux que le pays qui se situe à la croisée des cultures, des continents et des civilisations, pour accueillir un débat ancré dans l'histoire, résolument tourné vers l'avenir et authentiquement axé sur le partage. Si le Maroc est le lieu idéal pour cela, c'est d'abord pour le leadership et par la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les principes d'ouverture et de tolérance, les valeurs de paix et de vivre ensemble font pour ainsi dire partie de l'ADN du royaume. Et qui mieux pour incarner cet esprit d'ouverture et de brassage que Tanger. Tanger, qui sous l'impulsion du souverain s'est agrandi, s'est modernisé et s'est ouverte encore plus sur le monde sans jamais perdre son âme. Il n'est pas anodin donc que ce soit Tanger qui nous accueille. Entre deux continents, entre deux rives, entre deux mers, Tanger a toujours été le carrefour, le trait d'union. Elle a toujours gardé les yeux rivés sur l'horizon et l'âme ouverte à l'autre. C'est d'ici qu'Ibn Battuta est parti à la découverte du monde. Et c'est ici que Matisse et Delacroix sont venus trouver l'éclat de lumière et l'éclair de génie. Sans doute pourrions-nous nous aussi trouver l'inspiration nécessaire pour une réflexion lucide et féconde. Et c'est là l'une des vocations du projet Al-Adhan. Le projet Al-Adhan a une utilité forte dans l'une des expressions et l'organisation de ce genre de réunion. Mais son action, je suis sûr, va au-delà et son impact peut aussi être plus profond. En effet, chers Léa Pizarre, chers amis, l'engagement du Maroc aux côtés du projet Al-Adhan est un engagement de la première heure. En 2009 déjà, lors du lancement du projet, Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans son message aux participants, nommait l'indicible avec courage et rejetait le négationnisme avec vigueur. Depuis, le Maroc n'a cessé de soutenir le projet Al-Adhan, y compris en restant fidèle à son esprit et actif au sein de son conseil d'administration. Et je salue à cet égard l'engagement discret mais efficace de M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, qui incarne cet esprit d'Al-Adhan. C'est que le projet Al-Adhan est venu cristalliser un engagement marocain de longue date, le même engagement qui s'exprimait à travers la protection des concitoyens de confession juive par feu Sa Majesté Mohammed V face à la xénophobie et le nazisme. Le même engagement qui s'exprimait à travers l'esprit de fraternité et d'ouverture cultivé par feu Sa Majesté Mohammed Hassan II et entre juifs et musulmans partout dans le monde. Et le même engagement qui s'exprime aujourd'hui et depuis plus de 2 décennies à travers l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour intégrer l'affluent hébraïque dans la constitution marocaine, valoriser et sauvegarder le patrimoine juif national. Comme votre père, regretté père, cher Léa, nous pensons au Maroc qu'il n'y a pas d'ennemi héréditaire. Comme vous, nous savons au Maroc que l'éducation ouvre à la tolérance. Et comme vous, nous défendons au Maroc l'histoire commune, pas dans ses déclinaisons partielles ou parcellaires, mais dans sa mémoire élevée qui appartient à nous tous. Et Sa Majesté le Roi l'a dit en 2009, et je cite, « Nous devons partir ensemble à la reconquête de la raison et des valeurs qui fondent la légitimité d'un espace de convivialité où les mots dignité, justice et liberté auront à s'exprimer de la même façon et à se conjuguer avec les mêmes exigences, quelles que soient nos origines, nos cultures et nos spiritualités. » Fin de citation. Et c'est cet espace de convivialité que défend Sa Majesté le Roi, qui est l'essence même de l'alliance de civilisation, cher Miguel, dont je salue tout particulièrement le leadership engagé, inlassable, en la personne du haut représentant, mon ami Miguel Ángel Moratinos. Oui, l'alliance est nécessaire, aujourd'hui plus que jamais,
à un moment si particulier de l'histoire où les certitudes bougent, où la géopolitique se réécrit et où les causes à l'origine même de la création de l'Alliance des civilisations connaissent une résurgence sans précédent. C'est pour cette raison d'ailleurs que le Maroc compte abriter cette année le 9e forum de l'Alliance pour la première fois en Afrique. Chers amis, les échanges comme ceux qu'abritera le dialogue de Tanger sont essentiels, car le monde a toujours besoin de réflexions libres, des passionnés, out of the box comme on dit, et out of the blocks. On a besoin d'une approche décomplexée des sujets complexes. Le monde a besoin de tolérance intellectuelle, de diversité et de perspective. Reste comment le dialogue de Tanger peut marquer sa spécificité et sa différence. Peut-être d'abord en transcendant le brainstorming vers une prise en charge active des sujets discutés. C'est pourquoi le mélange entre intellectuels, journalistes, politiques, décideurs et penseurs peut faire la différence. Ensuite, en pérennisant et en élargissant la réflexion, il faut que le dialogue de Tanger devienne une tradition, un rendez-vous régulier. Enfin, il ne faut plus que l'actualité dicte l'échéance de nos rencontres. Durable, le dialogue de Tanger doit aussi rester créatif, jamais redondant, audacieux, mais jamais suiviste. Et le contexte actuel le rend pertinent à plus d'un titre. Nous vivons une époque de transformation profonde qui nous invite à examiner le monde extérieur d'un œil et se livrer à un exercice d'introspection de l'autre. La pandémie a été un révélateur de l'état profond de la société internationale. Là où il devait cristalliser la conscience d'un destin partagé, la pandémie a porté le visage du chacun pour soi. Il a marqué un affaissement de la coopération internationale à la faveur d'un repli national généralisé. On a vu détourner des masques à peine achetés. Et on a vu les masques être arrachés sur les tarmacs. On a vu des accès privilégiés et prioritaires au vaccin, en ignorant le retour de boomerang d'une vaccination à 2 vitesses. Et à peine le monde parvient-il à percevoir l'espoir d'une relance post-Covid que d'autres sources de division commencent à lorgner. On cherche davantage à vaincre et moins à convaincre. On instaure les jeux à somme nulle en consigne de victoire au lieu d'ériger la réussite mutuelle en règle de jeu. On parle de souveraineté à tout va, sacrifiant la sécurité collective sur l'autel de la souveraineté individuelle, comme si l'une et l'autre étaient exclusives. On renoue avec la violence comme mode de régulation, violence dans le langage, violence dans les actes, violence jusqu'à la guerre. Qu'il s'agisse de l'emploi de la force ou d'une violence économique, les manifestations de conflictualité sont devenues légion. On confond l'intensité d'une conviction avec la brutalité d'une impulsivité. Et on se surprend ensuite de la montée du terrorisme et de l'extrémisme qui se mêlent du reste au séparatisme. La pensée unique prospère sur le terrain de fausses certitudes. Les extrêmes saturent le débat et remplissent l'espace, malheureusement. Chers amis, je ne vous cache pas que j'étais anxieux sur ce que le diplomate que je suis peut apporter à une réflexion sur les Lumières. Il est certain que les Lumières ne sont pas seulement une période historique précise, cantonnée dans un espace géographique particulier, mais c'est plutôt un état d'esprit qui doit se frayer un chemin dans la diplomatie aussi. D'ailleurs, l'ère des Lumières est également celle de l'essor de la diplomatie moderne, non seulement parce qu'elle coïncide historiquement, mais parce qu'ils sont portés par le même élan. Montesquieu disait « Ce ne sont pas les médecins qui nous manquent, c'est la médecine ». Pour le paraphraser, je dirais « Ce ne sont pas les diplomates qui manquent, mais c'est la diplomatie ». Et j'ajouterai même la diplomatie des Lumières. Et permettez-moi de partager avec vous quelques éléments à ce sujet. Le temps diplomatique doit redevenir géopolitique, et pas seulement politicien. C'est un temps long, un temps stratégique, qui a besoin d'élan pour se construire dans la durée, et d'espace pour expliquer, et d'endurance pour faire adhérer. C'est tout le contraire du temps tactique, qui se déploie par petits coups,
et vit des sondages et des réactions. La diplomatie des Lumières est une course de fond, pas un sprint de headlines. Les Lumières sont souvent dans la subtilité de la trajectoire. Et c'est le sens de la construction diplomatique patiente, mais visionnaire menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique, au Moyen-Orient et sur les questions multilatérales et globales. Deuxièmement, la meilleure solution n'est pas nécessairement celle que nous n'avons pas encore trouvée. Elle est peut-être et souvent juste devant nous. Au Moyen-Orient, par exemple, le salut passe peut-être par un retour à l'essentiel, c'est-à-dire une solution qui permet la cohabitation, le respect des droits légitimes des uns et des autres, et le dépassement des rancœurs et des rancunes, des attentes et des déceptions. باش يوصلكم كل جديد على قناتكم شمال بوست، ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب، وخليوا الاراء ديالكم في التعليقات.